D'accoutumé d'ailleurs, on est le 27 novembre 2024, il est 8 heures tapantes et c'est l'heure bien sûr du rendez-vous de Bonjour d'Algérie d'Oran. Eh bien, on est là pour vous servir. Toute l'équipe de la station régionale d'Oran est là pour vous servir. Et bien sûr, aujourd'hui, on a essayé de concocter une feuille de route. Alors aujourd'hui, spécialement, elle est très animée et très variée aussi, puisqu'on va valser de sujet en sujet. Et puis, il y aura de la Sonelgaz et sa campagne de sensibilisation. Il y aura du droit avec le droit des personnes âgées. Il y aura l'entrepreneuriat où on va revenir vers la semaine mondiale qui s'est passée ici même à Oran et bien sûr la sensibilisation contre le cancer de la prostate, bien sûr. Et dernière ligne droite avec notre invité, l'invité de la matinale qui nous vient de Belabès et c'est l'écrivain et le journaliste Monsieur Mohamed Qadiri qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et sans plus tarder, eh bien, je vous donne une petite pause musicale ou alors on va commencer avec de la musique avec la troupe Issawa. Et on se retrouve juste après. A bel et bien réveillé cette petite, on va dire, interprétation musicale tirée du terroir algérien. C'était la troupe de Issawa de Mostaganem. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, donc on va parler un petit peu sur la campagne de sensibilisation qu'a organisée la Sonelgaz contre ce qu'on appelle le tueur silencieux, le monoxyde de carbone, avec notre invité, sympathique invité d'ailleurs, c'est Filla Bouzienne. Alors elle est chef de département de communication à la Sonelgaz. Bonjour et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pareillement, Imen. Bonjour Imen. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors quand on voit votre joli sourire, c'est qu'on ne sait même pas qu'on va... On oublie déjà qu'on va parler sur la sensibilisation du monoxyde de carbone. Et pourtant, c'est un sujet qui nous fait très mal au cœur, qui fâche et qui fait des victimes chaque année, tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs là pour parler un peu de cette campagne de sensibilisation, de ce qu'on fait, de ce qu'on donne comme conseil aux citoyens. Voilà. Effectivement, de ce que vous avez fait, ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire et ce qui va se faire dans l'avenir aussi. Également. Parce que la Sonelgaz, ce n'est pas uniquement en été ou en hiver, c'est toute l'année la sensibilisation contre le monoxyde de carbone. D'ailleurs, on a vu la dernière semaine qu'il y avait toute une famille qui s'est dissimée, qui est décédée aussi à Temouchent. Tout à fait. Et donc, malheureusement, donc, on a perdu une famille au niveau de la wilaya d'Ain Temouchent, donc un père et ses enfants. Oui. Malheureusement, donc la cause
principal qu'on est en train c'est le constat, c'est le constat amer, c'est le chauffe-eau qui est pratiquement à l'intérieur des cuisines. Donc l'utilisation de ce chauffe-eau qui n'est pas donc adéquate, voilà, qui n'est pas vérifié. Voilà. C'est un chauffe-eau généralement de 5 litres qu'on met, qui est utilisé pour la cuisine, pour faire la vaisselle. Et l'utilisation TAO, donc elle prend des proportions. Oui. Et sans canal d'évacuation, sans système d'évacuation, malheureusement. Voilà. Et pourtant, d'ailleurs, l'État a procédé au placement des détecteurs, justement, de ces anomalies qui risquent d'entraîner, justement, des accidents domestiques. Oui, Imen. Donc, effectivement, donc, les pouvoirs publics ont lancé une grande campagne d'installation de détecteurs de monoxyde à travers tous les foyers des Algériens. Donc, les autorités visent 22 millions de détecteurs à travers le territoire national. Donc, et c'est gratuit d'ailleurs. Et c'est gratuit. Ils sont placés à titre gracieux. Et donc, d'où la campagne qu'on a vue samedi dernier par rapport à la sensibilisation au territoire national. Donc, c'est une campagne qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour justement présenter un peu ces risques liés au monoxyde. Donc, en fait, ce n'est pas le gaz naturel qui tue, voilà, ni l'autre gaz, le mauvais, mais c'est le monoxyde qui est, le résultat tout à fait d'une mauvaise combustion. Voilà. Donc, on a été chargé, on a été honoré de doter les foyers des Algériens de 2 détecteurs. Un qu'on place. Effectivement, oui. Tout à fait. Donc, un qu'on place au niveau de la cuisine, donc là où il y a les appareils de cuisson et de chauffage, et un au niveau des halls des maisons. Donc, ces détecteurs sont donnés à titre gracieux, placés par des équipes de techniciens professionnels qui eux-mêmes vérifient l'installation, profitent pour vérifier un peu l'installation et donner des conseils aux citoyens. Aux citoyens, exactement. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui a été fait pour la sensibilisation contre le monoxyde de carbone. Donc la sensibilisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sensibilisation qui se fait tout au long de l'année puisque nous recensons des cas de décès ou d'intoxication, d'incommodation au monoxyde de carbone tout au long de l'année. Donc le gaz ne tue pas uniquement ou ne fait pas des dégâts uniquement en hiver. Donc c'est tout au long de l'année, d'où notre campagne qui ne s'arrête jamais, quoi. Donc on fait du porte-à-porte. On va vers nos citoyens récemment raccordés en gaz pour leur expliquer un peu ce que c'est que le gaz et les dangers du gaz. On fait des expositions, on fait des portes ouvertes au niveau de toutes nos agences commerciales. Voilà. Et on va aux écoles, au CEM, au lycée, au centre de formation pour expliquer un peu ce que c'est que le monoxyde et les dangers liés au monoxyde. Voilà, et ses répercussions sur la santé aussi. Tout à fait, surtout. Ces dangers quand on est à la maison, que peut-être, ou alors dans un endroit fermé. Confiné, oui, tout à fait. Justement, alors en principe, vous avez quand même des conseils à donner en ce qui concerne l'installation de ces chauffe-bains, justement, qui suscitent un petit peu, qui provoquent cette intoxication. Donc nous ce qu'on demande aux citoyens, c'est de faire placer tous les appareils qui fonctionnent au gaz par des techniciens professionnels. Voilà. Donc c'est des professionnels qui sont homologués, c'est des plombiers homologués, donc qui connaissent un peu ce que c'est qu'une installation intérieure gaz conforme et comment placer un appareil fonctionnant au gaz. Ceci d'une part. D'autre part, le plus important, c'est les canaux d'évacuation des gaz brûlés. Et l'aération. Voilà. Donc, on demande d'aérer leur foyer, la cuisine, de laisser la fenêtre ouverte, la porte ouverte, ou bien ne pas obstruer les bouches d'aération qui se trouvent en haut et en bas. Effectivement, parce qu'il y a des ménagères, d'ailleurs, qui ferment toutes les fenêtres de la cuisine. De peur du froid. Exactement, de peur du froid. Alors qu'on ne meurt pas du froid. Alors qu'on ne meurt pas de froid. On risque de mourir du Déjà, on n'a pas un hiver très rude. Exactement. Et en plus, on risque d'être incommodé par le monoxyde ou malheureusement de décéder suite au monoxyde, l'inhalation du monoxyde, que du froid. Donc on a tendance à fermer les portes, à même les bouches d'aération, à les boucher justement. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Alors qu'on devrait donc laisser au moins une petite ouverture justement pour laisser l'aération, laisser les gaz circuler. Exactement. Oui. Alors, et quels sont vos projets, on va dire, de l'avenir en ce qui concerne surtout le monoxyde de carbone? Parce que, comme on l'a
appelle le tueur silencieux, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on a une fuite, etc. Bien sûr. Donc, les actions ne s'arrêtent pas et on ne baisse pas les bras. Donc, et puis là, des fois, on vise même les centres de formation où se forment les futurs plombiers pour leur expliquer un peu ce qui, si vous voulez, un peu ce qu'ils ont à charge à expliquer aux citoyens, c'est-à-dire faire une installation conforme et donner des conseils. Voilà. Donc, on essaie un peu de les former parce que c'est eux aussi qui vont aller plus tard donc installer. Et ils ont une lourde tâche d'ailleurs. Tout à fait. Et on les accompagne. Et puis Sonelgaz aussi, donc depuis 2022. Avait lancé une campagne de vérification gratuite des installations intérieures gaz. Voilà, oui. Donc via le numéro du centre de contact, le 3303, on en avait parlé. Effectivement, donc le 3303. Voilà. Très bien. Donc c'est une opération qui est gratuite, faite par des techniciens professionnels de la Sonelgaz à la demande du client. Pour cette opération, on a quand même de la réticence de la part de nos abonnés, malgré toutes nos campagnes de sensibilisation et d'information par rapport à ce service qu'on offre gratuitement à nos abonnés. Très bien. Alors, et le 3303, c'est un numéro vert, bien sûr. C'est un numéro du Centre national de contact, donc pour lesquels le citoyen peut appeler, soit pour avoir des informations sur le montant de sa facture, ou avoir des conseils, ou demander tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui concerne l'énergie électrique et gazière. Alors, quel est votre conseil que vous adressez aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder de bon matin? Alors, en ce qui concerne justement, comment éviter les dangers du monoxyde de carbone? Le premier conseil, c'est l'aération, aérer vos foyers. Deuxième conseil, c'est de vérifier ces fameux détecteurs de monoxyde qui fonctionnent avec des piles. Ces piles ont un délai de vie. Donc, comme toutes les piles d'ailleurs. Tout à fait. Donc, elles sont appelées à être périmées. Donc, les vérifier. Généralement, la durée de vie est de 2 ans. Donc, vérifier ces fameuses piles. Et puis, ce détecteur a 2 fonctionnalités. Donc, il a une fonctionnalité sonore. Donc, dès qu'il détecte du monoxyde, il sonne. Et il sonne fort. Et il sonne fort. Et puis, il clignote. Donc, quand c'est normal, c'est vert. Et quand il détecte du monoxyde, donc la couleur change, elle vire de l'orange jusqu'au rouge. Donc, faire très attention à cela. Ne pas le débrancher. Non, surtout pas. Voilà. Et faciliter la tâche à nos agents lors de leur passage pour placer ces détecteurs parce qu'il y a quand même un nombre d'absents assez important. Donc, on a recensé quand même. Dommage. Oui. Mais on revient à la charge et on laisse donc des avis de passage et on leur demande de nous contacter pour repasser et leur placer ce détecteur. Donc aérer, vérifier vos installations par des professionnels et vérifier aussi la durabilité de vie de ces piles du détecteur de monoxyde. Et il faut dire aussi que le placement justement de ces détecteurs, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, Fella Bouziane. Alors, je le rappelle que vous êtes chef de service du département de communication à la Sonelgaz. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci de ce petit cours, on va dire, de sensibilisation. Et avec Saha, et puis ça ne va pas être la dernière fois parce que la sensibilisation, c'est durant toute l'année. Et maintenant, c'est sujet cap sur un salon, le salon Khotwatouk, où Souad Ben Attia nous emmène pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Lecture Ilyes Benziane et on se retrouve juste après. Un événement ludique offrant un espace d'apprentissage interactif et amusant pour les enfants, avec des ateliers et des jeux éducatifs. Et ce, à travers le salon de l'enfant pour l'apprentissage interactif Khotwatouk. أنا راني في ورشة الطب عندنا جهتين جهة طب الأسنان وجهة الطب البشري دونك في طب الأسنان نعرفوا الأطفال على ضرورة أنهم يفرشوا أسنانهم كل يوم ونعاونوهم يتعلموا كيفاش يديروا بلومباج كيفاش يقلعوا السوسة دونك يتعلموا كاع هاد الصوالح وفي جهة الطب نعلموا الطفل كيفاش يستمع لنبضات القلب كيفاش يشوف زميله يدير فحص الأذن فحص الفم ونزيدوا نعطوهم نصائح صحية ويزيدوا يتعلموا ياخذوا الميزان تاع بعضهم كانوا أطفال معايا في هذه الورشة وريتهم وجبة فطور الصباح تاعهم شي يقدروا يتناولوا كوجبة فطور الصباح أغذية صحية والأغذية الغير صحية تواجبوا معايا كان عندهم معلومات ديجا سوابق معلومات من المدارس تاعهم وكان عندهم معلومات خاطئة ثاني سينا نصحوها لهم بورشات نوريونا لهم مواد
كعصائر طبيعيه والغير طبيعيه باش يديروا الفرق بيناتها كالسكريات صحيه والغير صحيه. هذا الصالون يهدف في طبعته الثالثه الى تنميه قدرات الطفل ومعارفه عبر انشطه في نفس الوقت ممتعه وهي كذلك مفيده للتعلم، يعني التعليم التفاعلي. بما أن الأطفال يهتمون باللعب بكثرة فهناك يعني قدرة على تعليمهم بطريقة مرحة. Avec des domaines divers et variés allant de la médecine, l'environnement, l'art ou activités sportives, cette édition a marqué les esprits en proposant une expérience ludique et mémorable aux enfants et à leurs familles. اليوم عجبتني بزاف في هذه الورشة كيشغل علمونا كيشغل ترفونا كيعلمونا بزاف الصوالح في هذه الورشة. عجبني كيف نصفوا المياه ونحافظوا على سلامة الماء. راني فرحانة كي جيت مع زملائي والمعلمة. علمونا كيفاش نحافظوا على الماء وعلمونا كيفاش نحافظوا على سلامة الترامواي. الحاجة المفيدة اللي أنا استوعبتها سكو شفت توعية من خلال الأطفال، شافوا مراكز وبيان ورشات تكوينية تعليمية اللي جو بونس كو سي لا بروميير فوا تاعهم يحضروا هذا الشيء. شفت فرحة في عينيهم، شفت أفكار استوعبوها اليوم من خلال هاد لي كرياتريس ولي كرياتور، ونشكر هذوك الشباب اللي فريمون كانوا يوعوا فيهم بطريقة قيمة. Khotoatok est avant toute chose une aubaine pour les enfants afin d'approfondir leurs compétences et favoriser leur insertion sociale, et ce à travers l'acquisition d'un maximum de savoir et d'être au diapason avec les nouveaux outils technologiques. Et bien sûr, moi je commence toujours à discuter avec nos invités, surtout en ce qui concerne le droit, avec notre conseillère juridique Jamila Saber, où il sera question aujourd'hui de parler des droits des personnes âgées. Bonjour. Bonjour Iman, bonjour chers téléspectateurs. Alors là, c'est que vos sujets, ils sont toujours en relation directe avec les téléspectateurs. Tout à fait, avec la société, parce que c'est des problèmes qui sortent de la société, qui viennent de la société. Les droits des personnes âgées. Tout à fait. Là, quand vous m'aviez appelé, vous m'aviez dit c'est bon, on a le sujet des droits des personnes âgées. Là, je me suis dit, ah, ça c'est très épineux d'ailleurs. Oui, très épineux et très intéressant aussi. Exactement. Parce que c'est un sujet très méconnu. Alors, quel droit pour les personnes âgées? Alors d'abord, on commence par c'est qui une personne âgée? Voilà, c'est à partir de quel âge? Tout à fait. Quand est-ce qu'on peut qualifier une personne de personne âgée? Donc, on peut qualifier une personne d'âgée selon l'article 2 de la loi 10-12 de 65 ans. D'accord. De là, on peut commencer. Pourtant, dans d'autres pays, c'est à partir de 73 ans. Non, non, c'est beaucoup, 73 ans. Oui, oui. Ouais, j'ai lu d'ailleurs, je pense que c'était aux États-Unis, je crois. Un des pays, oui, justement, c'est beaucoup, voilà, oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un pays où la retraite est prise à l'âge de 70 ans. Waouh. Oui. Déjà parce que la personne, elle commence à développer déjà des pathologies physiques, et une mentales, fatigue extrême, une asthénie. Voilà. Alors, c'est à partir, selon l'article de notre loi, à la loi algérienne. À partir de 65 ans. Parce qu'il y a une loi, je vais vous parler des lois, j'arrive, donc c'est des lois spécialement pour les personnes âgées. Donc, alors la loi 10-12, qui est importante, qui a été légiférée en 2010. Donc l'article 2 donc, classe les personnes âgées à partir de 65 ans. Très bien. Voilà. Alors les personnes âgées donc, sont touchées par plusieurs lois, protégées, je dirais, par plusieurs lois. D'abord, la loi 10-12, donc il y a le code pénal, il y a le code de la famille, aussi, donc on parle d'ascendants, descendants, protection et tout. Donc il y a aussi la loi relative à la santé, la loi 18-11. Surtout. Voilà, donc elle parle aussi de cette frange de la société, donc qui sont des patients assez particuliers quand même. Exactement. Qui ont leur spécificité, leur particularité et tout leur ça. Leur caractère. Tout à fait. Surtout ça, oui. Tout à fait. Donc moi je classe, normalement on les classe en 4 catégories, mais moi pour simplifier j'ai préféré les classer en 2 catégories. Très bien. Donc il y a les personnes âgées, donc aisés, qui ont les moyens matériels et tout ça, qui sont rentiers ou retraités, qui ont une bonne retraite et tout ça, qui peuvent subvenir à leurs besoins. Payer des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des infirmiers et tout ça. Et il y a la deuxième catégorie, donc des personnes qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté, donc qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont ni sanitaire, ni rien du tout. Et parmi ces qui vivent dans une pauvreté, une précarité quand même assez avancée. Et dans cette deuxième catégorie aussi,
et j'ai classé les SDF, les personnes âgées SDF. Les sans domicile. C'est une grande misère, Oui. tout à fait. Alors ici, par contre, la loi algérienne, donc pour les personnes aisées, donc elles peuvent subvenir à leurs besoins et tout ça, mais il y a un traitement spécial pour les personnes âgées. Très bien. Donc, maintenant, on va axer notre intervention sur les personnes qui vivent dans certaines précarités. Très bien. Et tout ça, donc ces personnes-là sont, c'est-à-dire protégées par les lois et par l'État. C'est une prise en charge de l'État. Justement, alors vous parlez des SDF, mais aussi ça rentre dans les personnes âgées dont la famille déjà les abandonne. Tout à fait. C'est un abandon. Tout à fait. J'y arrive, étape par étape. Donc il y a une méthodologie que je suis. Donc ces personnes-là, qui non seulement des fois ils sont abandonnés, ils vivent dans l'isolement total, donc aucun soin, aucune subvention financière, rien du tout. Donc ça c'est doublement et triplement grave. Alors, mais c'est puni par la loi. Ah bah oui. Voilà, c'est puni. Alors pour les personnes qui vivent dans une certaine précarité ou SDF, ils bénéficient d'une prise en charge totale et gratuite de l'État algérien. Effectivement. Donc hospitalisation, ils ont même une pension. Oui. Ils ont droit à une pension. Très bien. Ils ont droit à... Alors, je ne sais pas, les gens, c'est méconnu. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ils ne méconnu. connaissent pas. Voilà. En plus, c'est des personnes qui ne sont pas lettrées aussi. Donc, qui Ouais. vivent au fin fond de l'Algérie. Dans les... Heureusement que vous êtes là. Hein, bah, alhamdoulilah. pour les Si on peut informer, faire pour quelque nous chose. informer aussi. Hein. Tout à Parce fait. que déjà, là, vous me donnez une bonne information. Moi, je Ouais. ne savais pas qu'il y avait une subvention de Ah l'État oui. à ces personnes-là Ah oui. qui n'avaient pas de revenus. Non, mais c'est une loi extraordinaire. Il manque juste une chose dont je vais parler après, et qu'on sollicite le président de la République, c'est-à-dire, mais ils ont une subvention. Finalement, il a pensé à tout. Ah hein, oui, notre président. une subvention Oui. totale. Il a fait ça. La prise en charge totale et gratuite en matière, non seulement, en plus de la pension. Hein. Voilà. Donc, ils ont tout ce qui est médecine, hospitalisation, appareillage, tout ça. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ils ont droit à une auxiliaire de vie. Ils ont droit aussi à Alors, une auxiliaire de vie qui vient de l'ADAS, bien sûr. Tout à fait. Très bien. Donc, alors, ils ont aussi droit à une assistance sociale qui doit les suivre. Ils ont donc ils ont droit à tout gratuitement. bien. Alors, les gens ne connaissent pas, ils ne se présentent pas, donc ils ne sont pas Effectivement. recensés. Ils ne savent pas. Tout à fait. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Tout à aussi. fait. Tout à Alors, fait. ils peuvent s'adresser où? Alors, Justement, pour avoir ces droits. Tout à fait. Donc, les instances, normalement, qui doivent suivre ces personnes âgées, d'abord, c'est le ministère de la Solidarité. Solidarité, exactement. Donc, donc c'est l'ADAS, la direction de l'action sociale. De l'action sociale. De chaque wilaya. Donc, ensuite, il y a les associations. Ah oui. Caritatives aussi, ils sont dans l'obligation de suivre ces personnes, de les trouver, de les chercher, de leur apporter leur aide. Aide et aussi. assistance. Tout à fait. Donc il y a le ministère de la Justice, donc il y a le ministère de la Santé. Très bien. Donc on peut aussi, une personne qui ne sait pas doit se présenter donc à la direction de la santé ou à un hôpital. Et... Ah ben oui. Alors donc ce qui nous manque ici en Algérie, et ce qui déjà il existe ailleurs, c'est ce qu'on appelle la gériatrie. Ah oui. Ah oui, c'est une spécialité d'ailleurs Pour les personnes qu'il n'y a pas en Algérie, je crois. Non. Par contre, il y a, ce que je les suis de très près, il y a une société algérienne de gériatrie. Oui, j'ai Qui vu est ça, mais présidée c'est par en privé. C'est pas l'État. Non, mais c'est je pas pense l'État. que Mais ils font qu'il va y beaucoup. avoir avec le nouveau gouvernement, le nouveau ministère de tutelle, justement le ministère de la Santé. Je pense qu'ils vont mettre en place justement cette filière de gériatrie parce que c'est très important. Aussi. Ils ont déjà commencé, je pense l'année dernière, lors du refondement du. Moi, je pense qu'en Algérie, on n'a pas la gériatrie. Non, on n'a pas la gériatrie. Parce que on a une société algérienne de gériatrie. Oui, mais pourquoi? Parce que en Algérie, généralement, on vit en communauté. C'est-à-dire les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, généralement, ils n'avaient pas besoin justement d'une personne X ou Y. Donc, cette personne âgée, elle est prise en charge déjà à la base par sa famille. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Je pense. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Donc la gériatrie, c'est la médecine consacrée aux personnes âgées.
Voilà. C'est-à-dire comment d'accord, oui, oui. Ça n'a rien à voir avec le social. Ça n'a rien à voir avec le social. Voilà. Ben oui, de toutes les façons. Bon, ça a une relation, mais c'est une spécialité en médecine qui est chargée spécialement pour les personnes âgées. Oui. Voilà. Ben oui, parce qu'il leur faut des soins spécifiques aussi. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes déjà qui ont un problème de mobilité, des fois un problème. C'est des personnes incapables, des problèmes mentaux aussi. Oui. Donc, alors il faut. Avec la maladie de l'Alzheimer, tout à fait, de la Parkinson aussi. Voilà, l'Alzheimer et Parkinson, voilà. Oui. Donc, alors, je pense l'année dernière, il y a eu un module, c'était dans le cadre de la refonte de l'enseignement de l'enseignement médical. Donc, il y a eu un module qui a été programmé pour les étudiants en médecine, mais c'est-à-dire ce qu'il a dit le président de la Société algérienne c'est déjà important quand même, de la gériatrie. C'est important, donc il faut former des médecins, ce qu'on appelle des médecins gériatres. Voilà. Exactement. Donc il faut les former spécialement, il faut des infrastructures, même le personnel paramédical, les assistants. C'est très important. Tout à fait. Surtout le personnel paramédical. Tout à fait, c'est très très important. Parce que pour suivre leur traitement, pour justement leur toilette, etc. Donc il faut très fragile, des personnes très fragiles. Ce sont des personnes qui sont très fragiles. Voilà. Donc maintenant on revient à ce qui c'est-à-dire tout ce qui est loi en matière pénale, c'est-à-dire quand ces personnes subissent un mauvais traitement ou sont abandonnées par leurs enfants, petits-enfants. Qu'est-ce qu'a prévu le législateur? De lourdes peines. Voilà, de lourdes peines. Oui. Alors, je vais commencer. Voilà. Parce qu'on risque de vous couper. Hein. D'accord. Donc, quand c'est un parricide, c'est-à-dire on agresse un des ascendants, c'est-à-dire père, mère et tout ça, donc il peut être condamné jusqu'à la condamnation à mort. Ah bah oui, quand c'est un assassinat. Quand c'est un isolement, ça peut aller de 10 ans jusqu'à 20 ans. Mon Dieu, oui. Voilà. Donc quand ils sont exploités, donc ils veulent plus ils les isolent, ils veulent les placer ailleurs. Donc il y a c'est-à-dire une tentative de conciliation. Ouais. Si elle n'y est pas, ils les refusent, ils peuvent aller de 6 mois jusqu'à 18 mois. C'est voilà. Vraiment. Ah oui, il faut avoir vraiment un cœur très dur pour ça. Énormément. Moi j'en ai vu des cas comme ça. Hein. Oui, il y en a. Plein. Il y en a, des fois, on trouve même des personnes âgées, 70, 80, 85 ans, qui vivent seules à la maison. Tout à fait. Ou carrément sur le trottoir. Exactement, carrément. Voilà. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hein. Alors, leurs enfants sont poursuivis en justice. S'ils sont dans un besoin aussi de précarité, qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge, donc ils se présentent à la DES, ils ont le droit à une pension pour prendre en charge, leurs parents et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit de les déraciner du milieu familial. Ben oui, voilà. Ben oui, parce que si on déracine une personne âgée de son milieu, là où elle a vécu depuis son jeune âge, etc., elle peut passer... C'est une condamnation à mort. Exactement, elle pouvait passer 40, 50 ans dans le même endroit. Ensuite, on l'arrache à son cocon. Ça, c'est foudroyant, ça. C'est inhumain. Exactement, voilà. C'est inhumain. Un conseil pour ces enfants-là? Alors, prenez soin de vos parents. Il y a l'État, même si vous n'avez pas les moyens de prendre en charge vos parents, l'État vous donne les moyens. Il s'adresse à quelle? La DAS. La DAS, carrément. Vous allez à la direction de l'action sociale, demandez de l'aide, on vous prend et laissez vos parents avec vous. Voilà. Oui, effectivement. Tout à fait. Vous allez prendre soin de vos parents et puis maintenant on comprend quand il y avait... alors je vais vous raconter une toute petite anecdote et on passe à un autre plateau. Alors il y avait quelqu'un que je connaissais et puis Maître Allah yarhamou. Alors il nous disait si mes parents sont vivants, je mettrai des chaises en or pour eux. Et là, c'est après la perte de nos parents qu'on se rend compte justement de leur vraie valeur. Tout à fait. Oui. Donc, essayez de prendre soin de vos parents, mesdames, messieurs. Et bien sûr, merci beaucoup. Merci Saber Jamila, donc la semaine prochaine, avec un autre sujet. Oui, très intéressant. Tout aussi intéressant. Ah, vous l'avez déjà en tête. C'est lequel? Non, je préfère Elle nous laisse toujours la surprise. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, une pause musicale avec le Bedoui, cette fois-ci, Abdelkader Ould El Eid, parole de Cheikh Abdelkader Khaldi du Grand, l'unique. Et voilà.
زائر الوطن لما جدر من نزل الشرف والجداد ركن ضخم بالنجوع وصاعر من زمان طود الميعاد لأن شاب للحرب مشمر خلف ابوه رايس لاقى واد من زمان شيعته ظاهر من زمان خيره ينعاد من زمان خيراته ياسر من زمان حرم قصد من زمان برجال وعامر من زمان مرش من المشاواد من زمان برجال وعامر من زمان مرسم المشاد صربتون تجعبد القادر فارس النقار الوكاد وطن استمثل لي حيدر دارك فديروا لسيواد ناظمير باللي وسام خضر طاوعين عمره سوداد للعراش نيداه تفجر للمكافحة والتجناد داوليه عربان الداير دارسين ولا العيا. Eh ben, c'est une très belle interprétation de Abdelkader Ould El Eid et paroles Cheikh Abdelkader El Khaldi. Alors une très belle interprétation, une très belle parole, un très joli texte justement, interprété par une très jolie voix tirée du terroir, des traditions et coutumes bien sûr, c'est notre patrimoine. Et comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien nous avons avec nous la CNAS qui est présente avec nous en cette matinée pour parler de la sensibilisation, de l'action de sensibilisation sur tout le territoire national contre le cancer de la prostate, puisque nous sommes en novembre. C'est le novembre bleu et voilà, nos invités sont là. Bonjour, ça va? Bonjour. Eh bien, on va commencer bien sûr par la gente féminine, puisque bien sûr, c'est obligatoire. Oui. Alors, c'est Madame Hamadi Khalida. Alors, vous êtes médecin conseiller à la sous-direction de contrôle médical. Oui. Marhaba. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous n'êtes pas stressée? C'est votre première télé? Oui. Ah, voilà, d'accord. Mais là, c'est moi qui suis stressée par rapport à vous. Hein? Très bien. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Hamadi, Raïs Amin. Alors vous êtes chef de secteur sous direction de la prestation agence CNAS d'Oran. Oui, merci. Ça va? Alhamdoulilah, très bien. Vous allez bien? C'est votre première télé? En direct, oui. En direct, oui. Mais d'habitude, vous faites des enregistrements, donc ça va. Oui, vous n'êtes pas dépaysé. Ça va. Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui du mois de sensibilisation, le mois de novembre bleu, le cancer de la prostate, qui est vraiment méconnu dans notre société. Et il y a même des personnes, quand ils ont mal, quand ils ont quelques symptômes, quand ils ont... Donc, ils ont un petit peu... je vais le dire en arabe, parce qu'en français, ça ne va pas passer. Alors, ils n'ont pas à lâcher hachmo. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur cette pathologie, justement? Bon, comme d'habitude, la CNAS, elle est parmi les premiers organismes à faire la sensibilisation dans tous les domaines. Octobre bleu, c'est pour la sensibilisation contre le cancer de la prostate, qui est le deuxième cancer chez l'homme, après le cancer du poumon. Du poumon, exactement. Chez les hommes, généralement, c'est un peu tabou d'aller consulter pour des symptômes bénins, comme pour la curie, des dysuries, des douleurs lombaires ou du bas-ventre. Mais c'est les premiers symptômes, c'est les premiers signes d'alarme. C'est ça, donc avoir mal au dos, c'est ça? Oui. Et le bas-ventre? Oui. Et quels sont les symptômes? Pour la curie ou les dysuries ou les retentions urinaires. Ah, d'accord, très bien. Oui. Il faut consulter chez un généraliste et faire quelques prélèvements. Très bien. Si c'est méchant, on doit aller à
La ponction. Ah d'accord, à la PL, à la ponction lombaire. Toucher rectal après la ponction pour oui, il y a plusieurs. Quels sont ces examens médicaux qu'on fait pour détecter ce cancer de la prostate? Le premier examen, c'est un bilan biologique qui est la PSA. S'il est supérieur à 4, il y a quelque chose. C'est alarmant. Oui, il y a quelque chose. Soit c'est une infection qui doit être traitée, soit il faut penser plus vers l'extrême. Allège. Il faut essayer un petit peu de simplifier. Il y a dans des cas que un cancer au début, c'est mieux que avec des métas. Surtout que c'est un. Est-ce qu'il se propage rapidement? Est-ce que c'est un cancer comme par exemple le cancer de l'ovaire chez la femme? Parce que c'est un cancer qui prend du terrain rapidement. D'ailleurs, c'est un cancer qui est très rapide. Donc, est-ce que c'est un cancer qui justement se développe rapidement? Les cancers ne se développent pas rapidement. Les cancers, ils sont silencieux. Oui, ça c'est sûr. Qui m'a يبانوش في الدébut, ça veut dire qu'ils نلقوا ça y est. طفرت إلا من رحم ربك quelquefois avec des métas ou بنادم يعيش. Sensibilisation justement. Donc vous êtes là pour nous parler de cette action de sensibilisation. Donc c'est pour ça que l'agence CNAS d'Oran défend cette cause noble qui est la lutte contre le cancer de la prostate, qui est le novembre bleu. Et ça commence par la sensibilisation. Et ça consiste en premier lieu par un dépistage précoce. Donc plus il y a le dépistage précoce, les tashkhis مبكر ou périodique de préférence, parce que plus il y a le dépistage, c'est une simple prise de sang. Les gens ne savent pas, ils croient que. Et ça fait pas mal. Hein. Et ça fait pas mal. Exactement. Ce qu'elle a démontré, ça n'a pas l'air anodin. Et pourtant, on peut par exemple le détecter au premier stade, dès le début, et ça va être très léger. Et franchement, ça peut se soigner dès le début. Vaut mieux prendre le mal au début. Exactement. Donc c'est pour ça les campagnes de sensibilisation. Voilà. Guérir, bien sûr. Et si on parle de prise en charge de la CNAS, vous savez que la CNAS d'Oran compte pas plus de 1 million d'assurés et 500 000 ayants droit, dont plus de 300 000 malades chroniques entre ayant droit et assurés. Très bien. Ça inclut aussi les malades cancéreux et bien sûr il y a ce qu'on appelle les prestations nature. C'est l'Aïnia. Ils sont relevés à temps de 100%. Et concernant la prestation espèce, c'est l'Ada'at al-Naqdiya. Bien sûr, s'il ouvre droit, si l'affection elle est reconnue, il y a bien sûr une prise en charge pour la maladie de longue durée. Donc ça c'est le schéma classique. Mais ce qui est pour les cancéreux spécialement, suivant les instructions et les directives de Monsieur le Président, il y a une prise en charge même pour les malades cancéreux non assurés sociaux, c'est-à-dire qui ne sont pas déclarés. Qui n'ont pas de couverture sociale. Exactement, qui n'ont pas de couverture sociale. Donc ce qui se passe, c'est qu'il suffit qu'ils se présentent munis de leur dossier médical directement c'est le chef de centre. Pourquoi? Parce qu'il passe par un canal de priorité. Et il est pris en charge, orienté vers notre médecin conseil. Et par le canal de priorité, c'est-à-dire qu'il va avoir accès aux produits pharmaceutiques via la carte Chifa. Même la carte Chifa, elle passe par un canal de priorité pour que ce soit établi et remis dans un délai très court. Très bien. Une semaine. Donc voilà, oui. Une semaine. Oui, c'est ça. C'est rapide, hein? C'est rapide, oui. C'est spécialement pour les malades cancéreux. Exactement. Ça, c'est le programme qui est consacré pour les malades cancéreux. Et même le traitement est à titre gratuit, d'ailleurs, et qu'on trouve justement dans les secteurs sanitaires. Non, pas les secteurs sanitaires, dans les EHS. Il est livré par les officiers. Effectivement. Oui, effectivement.
Donc, et parlez-nous un petit peu sur la campagne de sensibilisation sur tout le territoire national, parce que ça a commencé dernièrement. La campagne de sensibilisation, d'ailleurs, vous l'avez même fait ici même à la station régionale d'Oran. On a commencé par vous déjà. Voilà, vous avez commencé par la station. D'ailleurs, on va voir quelques images sur cette campagne de sensibilisation qui s'est passée hier, justement, à la station régionale d'Oran, ici même. Donc, est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Donc, on trouve voilà, nos collègues qui se sont présentés justement pour le dépistage. Voilà. Ils se sont justement, c'est qu'ils se sont vraiment ils se sont impliqués, on va dire, et ils sont allés vers les stands qui ont été dressés justement à l'entrée de la station d'Oran. Parce qu'ils ont su que en fait c'est à partir de l'âge de 50 ans qu'il faut commencer le dépistage. À part que si, par exemple, on peut aller jusqu'à 45 ans s'il y a des antécédents familiaux. Mais à partir de l'âge de 50 ans, il suffit d'une simple prise de sang. Voilà. Donc c'est là qu'ils se sont un petit peu rendus compte, ils se sont rendus compte qu'il suffit d'une prise de sang pour savoir si il y a quelque chose à traiter à temps. Parce qu'ils ont su que le fait de traiter quelque chose de cette maladie, ce cancer qui se propage bien sûr à une vitesse folle, exactement, par rapport. En 2021, on était à 78 cas enregistrés au niveau d'Oran. Et aujourd'hui, on est à 132 cas en 2024. Pourquoi? Il y a une propagation de ce cancer qui gagne du terrain. Voilà. Donc, et d'où la sensibilisation, c'est plus on touche plus de monde, plus de citoyens, plus de personnes. Et si on arrive à détecter en temps opportun cette maladie, donc c'est-à-dire qu'on a gagné une bataille. Bien sûr, on ne gagne pas uniquement une bataille, on gagne carrément. Parce qu'il y a beaucoup de cancers, donc c'est une guerre. Oui, voilà, c'est une bataille. Surtout en ce qui concerne le cancer de la prostate, exactement. Parce que ça passe par la chirurgie, donc il y a plusieurs alternatives pour une rémission complète. Qu'est-ce que le médecin a à nous dire sur cette pathologie déjà, sur le traitement qui est mis en place? Quand on diagnostique un cancer de la prostate, le traitement il est purement chirurgical. Après, échauffourée, radiothérapie, chimiothérapie, ça dépend du chirurgien, le stade le cancer. S'il est à un stade avancé, s'il y a un stade de... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les étapes de cette campagne de sensibilisation? Vous allez la faire où? Par exemple, on a vu ici à Oran le démarrage ici à la station d'Oran. Mais après, cette caravane, on va dire, de sensibilisation, elle va se propager dans quels endroits, que ce soit dans l'Ouest, on va dire? Alors, pour le moment, on a commencé avec les employés, comme on dit, de la télévision, pour donner l'exemple. Et après, on va partir, bien sûr, on a programmé ce qu'on appelle Manatek Del. Parce que c'est l'information, maintenant, par exemple, ça va... Les endroits retirés. Exactement, c'est les endroits retirés. Donc, on va essayer de le stand médical pour faire des prélèvements sur place. Et la campagne تحسيسيه نروحوا كاريمون لهاد المناطق هذو الدل pour نزيدو كما بروباجو حنا ماشي الكونسير يبروباجي حنا اون بروباج exactement. Vous allez partir en plein terrain, oui. Plein terrain inconnu. Oui. Pour propager la campagne de sensibilisation et toucher le maximum de monde. C'est une très bonne action. Oui. Hein. Est-ce que vous avez pensé justement à y aller vers les lycées, les universités aussi? Je sais que c'est un endroit où on trouve beaucoup de jeunes, mais il y a les professeurs, il y a d'autres personnes qui dépassent carrément les 45 ans pour un petit peu sensibiliser déjà les jeunes à cette maladie qui est pratiquement méconnue. Exactement. On n'en parle pas beaucoup. Elle est tabou, c'est un sujet tabou. Pourquoi c'est un sujet tabou? C'est ça le problème. Parce que la prostate, c'est un organe comme tous les autres organes, comme le cancer du sein, comme le... voilà. Donc, en principe, c'est pas tabou, parce que là, c'est que en étant tabou, c'est que... La maladie, elle se propage rapidement. Elle va se propager rapidement, elle gagne du terrain et on aura beaucoup plus de taux de mortalité. Oui. Et de mal à traiter cette maladie. Et de mal à traiter, justement.
Et surtout que maintenant, c'est la CNAS, d'ailleurs, elle subvient aux besoins de tous les Algériens. Et on a quand même la gratuité, beaucoup plus. Aussi, il y a le problème de l'automédication. Chaque symptôme... Voilà. Je voulais arriver à ça. Hein. Je voulais pas le dire. Il y a un symptôme, on va chez le pharmacien, on prend un petit traitement et c'est bon. À chaque fois, mais un petit traitement. Alors, ils sentent, ils ont par exemple mal au dos. Ah, je prends un anti-inflammatoire. Oui. Ah, je prends un antalgique. Ah, je prends un, je sais pas quoi. Alors que ce n'était pas. C'est pas ça. Ce n'est pas le médicament. Il faut passer par la biologie, un petit prélèvement, voir si c'est et le contrôle périodique. Un bilan périodique. Il faut un bilan périodique à partir de 45-50 ans. Normalement, la gratuité, la médecine, elle est gratuite en Algérie. On va chez le centre, on fait un bilan complet. Ouais. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Effectivement, on est l'un des rares pays dans le monde qui offre la gratuité, justement, la gratuité à 100%, justement. Donc il ne faut pas avoir peur des prises de sang. Exactement, une petite prise de sang, une petite piqûre. Notre caméraman Abdou, il m'a dit, oh il a peur. Ben voilà. Je fais l'idée, je ne fais pas d'analyse, mais exactement, justement. Et comme j'ai pu discuter tout à l'heure, la santé, ça commence par la prévention. Effectivement. Donc il suffit, par exemple, que maintenant, le centre CDDS au niveau de Gambetta. Donc, c'est facile de faire une prise de sang. Effectivement. De savoir où je suis, où je me cache. Voilà. Et d'éviter l'automédication qui peut peut-être compliquer. D'éviter aller à la chirurgie, la chimio et la radio. Donner des complications. Voilà. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, merci beaucoup, docteur. Ce fut un plaisir que d'avoir avec vous un petit passage chez nous. Beaucoup. Et puis, la porte de la télévision algérienne est grande ouverte pour toutes les sociétés nationales, étatiques, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir. Eh bien, ce ne sera pas la première, juste l'unique fois. J'espère que ça va être une petite ça y est, je commence je ne sais pas pourquoi, mais bon, une petite tradition qu'on va dire installer. Voilà, comme l'Octobre Rose, c'est chaque année. Donc le Novembre Bleu, c'est très intéressant et c'est très impératif d'en parler. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Ya Cheikh Zine.
de la chanson oranaise. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui sur la rubrique de la santé, sur la sédentarité. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous avons avec nous Dr Abbassia Gharbi. Alors, vous êtes médecin généraliste. Exactement. Vous allez nous parler un petit peu de la sédentarité et de ses dangers. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'en faisant absolument rien, on risque de développer de graves maladies. Effectivement. Donc déjà, on va commencer par la simple question. Qu'est-ce que déjà la sédentarité ? Exactement, on doit définir la sédentarité. La sédentarité s'explique d'une petite définition qui s'appelle c'est une faible de dépense énergétique suite à des comportements prolongés, comme la position assise, comme le travail dans les bureaux, comme regarder les écrans. Et ça, on est inactif. On est inactif. Il y a une petite activité que les gens croient que c'est une grande activité, surtout les femmes au foyer qui font leur truc à la maison, leur petit ménage. Le petit ménage, mais ils croient que c'est de l'effort. Apparemment que c'est pas. La sédentarité, c'est, comme on a dit, c'est au minimum d'énergie. Au minimum d'énergie à travers des comportements qui se trouvent au quotidien. Très bien. Alors, quels sont ces comportements qui se trouvent au quotidien? Les comportements qui se trouvent au quotidien, c'est de travailler en position assise ou de faire comme on a dit, le ménage en position assise, de ne pas se lever chaque heure et aussi de ne pas sortir, de ne pas faire la marche. C'est tout. Il faut marcher combien de temps par jour, on va dire? Normalement, au minimum 30 minutes. Au minimum 30 Ça, c'est le minimum. Le minimum 30 minutes, c'est de la marche rapide ou du vélo et de préférence à l'air libre. Mieux que de la faire à la maison. On préfère les escaliers mieux que les ascenseurs. On préfère de faire les courses à pied mieux que de faire les courses à travers la voiture. C'est mieux ça. Surtout la voiture. Hein. Oui. C'est qu'elle a entraîné d'ailleurs un grand nombre de sédentaires. Exactement. Ouais. La voiture, des fois, les gens, ils croient que la sédentarité, c'est d'être dans un logement ou dans un local. Mais non, la sédentarité, c'est se déplacer, mais en ne bougeant pas. Voilà, exactement. Même se déplacer, mais en ne bougeant pas, c'est de la sédentarité. La voiture est un moyen de renforcer la sédentarité. Exactement. Pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs. Oui, et la sédentarité, pour nous, en termes médicaux, on le considère d'un grand facteur de risque avec le stress qui engendre des maladies cardiovasculaires et qui réduit vraiment l'espérance de vie. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, quelles sont les répercussions de la sédentarité? Quels sont les dangers de la sédentarité? Parce que des fois, on est là, dans notre tête, en général, on se dit « je me repose », alors que ce n'est pas un repos. Non. Ça, c'est quoi alors? La sédentarité retentit sur deux volets, sur la santé mentale et la santé physique. On va parler de la santé physique déjà la première, parce qu'on a dit que c'est une faible dépense énergétique, donc ça veut dire qu'il y a une accumulation de l'énergie dans notre corps. L'accumulation de l'énergie à notre corps va engendrer une obésité, une augmentation du poids, et il va accentuer encore la sédentarité et les personnes deviennent plus et les complications aussi médicales. Les complications. C'est un facteur de risque avec le stress et il va engendrer des maladies cardiovasculaires comme la tension, comme l'athérosclérose, qui est la formation des plaques au niveau des vaisseaux sanguins. Oui. Le diabète type 2. Ah bah oui. Suite à des défaillances métaboliques, l'obésité. L'obésité, déjà, c'est une... la sédentarité va entraîner l'obésité va entraîner un diabète type 2, elle va entraîner une hypertension. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et aussi pour les cancers. Oui, la sédentarité, on ne dépense pas de l'énergie, il y aura un développement des cancers, de n'importe quel cancer. Tous les différents cancers sont engendrés à travers la sédentarité. Alors, et comment
remédier à cette sédentarité? De quelle façon? Parce que généralement, on s'est habitué à un certain rythme, justement, où la sédentarité, elle a une grande place dans notre vie, parce que là, on a recours aux voitures, on a recours à... des fois, on se fait même livrer à la maison. Donc, on ne fait pas beaucoup d'efforts, on ne part pas au marché, parce qu'avant, nos mamans, nos grands-mères, etc., donc ils partaient au marché, ils faisaient des efforts au marché, d'ailleurs, ils faisaient tout le long du marché, un aller-retour, donc c'est de la marche, et puis avec la lourdeur des couffins aussi. Exactement. Donc c'est un effort qu'ils font, donc, et ça fait travailler la fonction rénale, la fonction hépatique, la fonction cardiaque, même le cerveau. Exactement, même le cerveau. On a parlé de la santé mentale. Hein. Exactement. Vraiment, la sédentarité induit une dépression et l'anxiété. Hein. Voilà. Vraiment, les personnes qui ne sortent pas ou sortent rarement ou se déplacent que par la voiture ou ils sont immobilisés dans leur bureau, vraiment engendrent une pression énorme. Oui, pression mentale vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit être motivé pour changer notre mode de vie. La motivation. Oui. Avant, la première des choses, c'est primordial d'être motivé pour changer notre mode de vie. On est dévoué pour faire ça. Alors, on commence par la marche. Déjà, on commence par sortir à pied. Déjà à la base. À la base, c'est sortir à pied, faire des courses, de préférence soit par vélo, soit à pied, privilégier le chariot mieux que la voiture. Même pour le chariot, ça aide c'est de porter le poids. Voilà, en même temps, c'est renforcer la masse musculaire au niveau de notre corps et ça donne de dépenser l'excès de l'énergie qui est stagnée dans notre corps. L'énergie négative. Et aussi de marcher à l'air libre. Oui. Je préfère d'éviter les structures urbaines, de marcher à l'air libre, faire des randonnées, faire du jardinage, sortir dans les jardins, faire de la danse aussi, du yoga. Faire du sport. Du sport, même aller pour une salle de sport. Moi, je n'opte pas, vraiment, j'indique pas trop à la salle de sport, mais la salle de sport... Déjà, la marche compense. Exactement. La salle de sport, ça induit une motivation. Une motivation en regardant les autres faire du sport. On est motivé de continuer. Toujours, c'est la continuité qui nous motive toujours en regardant, en se comparant avec les autres. Alors, elle nous motive pour changer notre mode de vie. Bon, ça dépend de la personne. Je préfère comme les mamans maintenant, elles ramènent leurs enfants à l'école, mieux de les ramener en voiture, les ramener à pied, pour comme ça, marcher à pied et en même temps discuter avec leurs enfants au long du trajet. Oui. Et ça aide la santé mentale de l'enfant. Déjà, oui. Et elle-même, et renforce le lien mère-enfant. Exactement. D'ailleurs, il est tout content d'être en compagnie de sa maman dehors. Vers l'école, elle le ramène de l'école aussi. C'est bien de faire ça à pied. C'est l'activité physique, c'est l'activité, c'est tout. Il faut marcher, tout simplement. Il faut boire beaucoup d'eau aussi. Et l'alimentation saine. Et l'alimentation saine. Voilà, donc éviter les trois blancs, on va dire. Les trois blancs, le sucre, le sel et la farine. Manger 5 légumes et fruits par jour. Voilà. Et c'est la saison des légumes. On a des choux-fleurs, on a des choux, on a des aubergines. Et les fruits, la vitamine C. Et les fruits, la vitamine C, c'est surtout la clémentine. Oui, les oranges. C'est le moment de la clémentine. Exactement. Et comment, voilà, c'est notre réalisateur nous dit manger, bouger. Donc, effectivement, manger, bouger. Et j'insiste surtout sur les aliments transformés et ultra transformés. Et les boissons gazeuses, les jus industriels. On évitera ça. Si on préfère le jus fait maison, on fait de préférence, les préparations, les aliments faits maison de préférence. Éviter maximum de manger beaucoup de carbohydrates, surtout le pain blanc.
on l'évite et on passe au pain complet. Voilà, le pain complet. D'ailleurs, il y a la farine complète qui se vend. Et la farine complète, et il y a des boulangeries qui font. Des boulangeries qui le font. Donc on peut, mais pour un petit peu, on va dire, faire la guerre contre cette sédentarité, on peut toujours préparer son pain à la maison et ça fait toujours plaisir à notre entourage, à nos familles aussi. Et aussi, c'est de l'activité. C'est de l'activité parce qu'on fait ça. Donc, on fait, premièrement, de l'activité, on renforce, comme on a dit, notre squelette et notre masse musculaire. Exactement. Et en même temps, ça libère la charge négative. Et ça fait plaisir à la famille aussi. Alors, juste une toute petite, un tout petit crochet pour vous, chers amis téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on est le 27 novembre. C'est la journée mondiale du chou-fleur aujourd'hui. Donc, le chou-fleur, c'est un aliment très bon et de saison, justement. Exactement. Donc, on peut le déguster en gratin, en soufflé, alors ici à Oran, on le fait en salade, exactement. Donc, on peut même le gratiner. Donc, et c'est très, très bon, le chou-fleur. Ça fait grandir pour les enfants. Hein? Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr Gharbi. C'est un plaisir d'avoir eu des conseils contre la sédentarité. Et là, maintenant, je vous emmène à faire une qui aiment bien le chou-fleur et il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le chou-fleur, mais je dis que le chou-fleur c'est un bon légume, plein de vitamines, donc essayez un petit peu de le digérer, de le manger, essayez un petit peu que ce soit en soufflé, croyez-moi, hein, en soufflé c'est très très bon et ça passe, hein. Ça passe parce qu'il y a du fromage, il y a beaucoup de condiments à l'intérieur que les enfants aiment, donc essayez de préparer le soufflé au chou-fleur. Voilà. Alors, on parle de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec M. Sami Zaoui, expert en études de marché et conseil d'investissement. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Hein? Le plaisir est partagé. Ça va avec madame, ça va, je suis à la Vous allez bien? Bonjour. La journée mondiale qui s'est passée ici à Oran la semaine passée et qui a vu sa clôture le samedi dernier. C'était le dimanche. Le dimanche, voilà, le dimanche. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu du topo et de ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quand même la participation de 40 jeunes entreprises, dont 2 ont eu les premiers prix lors du concours qui était prévu lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Hein. Je vous en prie, madame. Donc, la semaine d'entrepreneuriat, c'est une semaine internationale qui a été toujours organisée par le Global Entrepreneurship Network, c'est le réseau international de l'entrepreneuriat. Donc, cette semaine-là, on a remarqué que l'Algérie, elle brille. Fin de la semaine, toujours. Oui. En 2022, j'avais l'occasion d'organiser l'ouverture de cette semaine-là ici à Oran. Et l'Algérie s'est classée comme première mondialement par rapport au nombre d'activités et d'événements faits pour promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat. 2023, c'est pareil. Cette année-là, on est toujours les deuxièmes. Le deuxième, malheureusement, pour 4125 événements faits au territoire national.
Le Brésil, c'était pour une première pour eux. Actuellement, on a les premiers. Donc on va voir, parfois ça change selon le partage, des événements qu'on le fait sur les réseaux. Donc, ce qu'on peut parler sur la semaine d'entrepreneuriat, ce qui m'a fait vraiment plaisir pour notre Algérie, c'est que Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune a chapeauté carrément et directement cet événement. Il a fait intervenir 4 ministères. C'est le ministère de l'Industrie, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de اللي كان فيها الاستاذ تاع لي ستارت اب وي المينيستير تاع لي ستارت اب والمينيستير تاع التكوين المهني تاع لا فورماسيون بروفيسيونيل لا فورماسيون بروفيسيونيل والصناعه de l'industrie start up et l'enseignement supérieur. Donc ce qui nous a fait vraiment plaisir par rapport à ça, c'est que on remarque que chaque ministère a son rôle. Exactement. Chaque ministère il a son rôle par rapport la promotion d'investissement et la promotion de l'entrepreneuriat. Si on voit la formation professionnelle, la direction de la formation professionnelle, elle a fait un énorme travail. Par rapport au nombre d'ateliers qu'ils l'ont fait, par rapport au nombre d'événements. Quel a été l'atelier le plus, on va dire, qui a marqué justement cette semaine mondiale? C'est beaucoup plus l'atelier de l'innovation. Ça, c'est premièrement. Et ce qui m'a marqué vraiment dans cette semaine, on a eu le courage de parler de l'échec et de ne pas avoir peur de l'échec pour l'entrepreneur, pour le jeune entrepreneur. Parce que c'est à travers l'échec qu'on apprend. Exactement. Voilà. Donc, si on parle aussi on apprend de nos erreurs. Exactement, exactement. Donc, si on parle aussi par rapport aux centres de développement entrepreneurial qui sont installés dans chaque pôle universitaire, chaque pôle universitaire. Par exemple, à Oran, on a eu l'ouverture l'événement, c'était à partir de la CDE de Lusto. Ah, très bien. De Lusto, où il y a l'université Mohamed Boudia. الوالي السابق سيد سعيد سعيود اللي نحييه. Qui est actuellement d'ailleurs le ministre تاع الترونسبور. Des transports. Aussi, درنا la clôture من l'université d'Oran 2. اللي هي لا سي دي تاع l'université d'Oran 2 وين حكينا بزاف على les mécanismes de financement et on a parlé aussi sur l'échec. C'est très important le mécanisme des financements. Et par rapport à l'université d'Oran 1 aussi, ils ont eu beaucoup d'événements. J'ai bien apprécié. En même temps, ils ont eu plus que 20 étudiants qui ont été non seulement labellisés et aussi ils ont eu des financements de NESDA. NESDA ex-enseigne, le terme connu, le nouveau terme, c'est NESDA. L'université d'Oran 2 aussi, elle a fait beaucoup de projets. Elle a eu une très grande assistance de 1. Et de 2, il y avait beaucoup de participants. Alors, vous m'aviez parlé justement de l'événement, de la semaine mondiale, des participants, des ministères qui se sont impliqués. Du président qui a chapeauté ce grand événement. D'ailleurs, il chapeaute pratiquement tous les événements dans tous les secteurs. Il y a Saha. Donc, et ce que je veux savoir, c'est que quel est l'objectif justement de la tenue de cette semaine entrepreneuriale mondiale, justement. Est-ce qu'il y a eu des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur ou alors des professionnels on va dire, du secteur? Donc, par rapport... Qui nous viennent de l'étranger. Oui, je comprends. C'est parfois la diaspora, c'est des investisseurs étrangers qui essayent d'intégrer le tissu économique algérien. Bon, sincèrement, je suis fier de l'Algérie. On est tous fiers de notre Algérie. Voilà. Dans ce sujet-là. C'est-à-dire, on ressent vraiment qu'il y a un changement radical par rapport au comportement économique et par rapport au comportement d'investissement. On sait que parfois il y a des manques, on ne peut pas être parfait facilement. Le parfait n'existe pas. Exactement. Et c'est un long chemin qui nous reste à faire, le domaine hada. Mais on a remarqué que les jeunes tawana, ils ont commencé à changer de mentalité d'un employeur, d'un employé vers un employeur. C'est ce que je dis souvent. On a besoin d'un employeur et non d'un employé. On a besoin de créer, de produire, d'aller plus loin
avec notre économie. Être dans l'innovation. Exactement, exactement. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième point qui est très important et que vous avez cité, c'est d'avoir c'est de donner en quelque sorte, donner l'accès aux investisseurs étrangers pour être ici en Algérie. Et on a pour donner un plus d'ailleurs. Exactement, un plus. C'est un plus pour les investisseurs algériens. Voilà. Même le système économique, le climat économique, ça commence à être favorable pour des investisseurs, pour des créateurs de projets, pour créateurs de valeur ajoutée étrangers. C'est-à-dire, ils sont le bienvenu toujours ici en Algérie. Très bien. Alors, quand on parle justement de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, donc parlez-nous de ces deux entrepreneurs qui ont eu justement le concours qui a été organisé lors de la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, si on voit les deux... Leur projet, ça consistait à quoi? C'est-à-dire ces deux investisseurs-là, ces deux jeunes porteurs d'idées, on remarque, si on a eu des jeunes de cette façon-là, c'est-à-dire je vais parler sur une idée bien précise, par rapport en quelque sorte à l'échec. Oui. Si on remarque les statistiques mondiales concernant les startups, 90% des startups ne réussissent pas. Ce genre de statistiques, ça s'applique sur d'autres économies. L'économie algérienne, elle est encore jeune, elle est encore vierge, elle est encore réceptive, accueillante pour les investisseurs. Donc, ça ne peut pas appliquer ce genre de statistiques sur l'Algérie. L'Algérie, si je peux me permettre, c'est le taux d'échec probable, c'est entre 35 et 40%. On le remarque chez les jeunes entrepreneurs qui ont déjà commencé leur production. Oui. On a une très grande masse d'idées, je le remarque. D'ailleurs, je suis un coach en matière d'entrepreneuriat et innovation. Vous êtes bien placé d'ailleurs pour le savoir. Je vois souvent des idées innovantes. C'est vraiment fascinant ce qu'on est en train de voir chez nos jeunes, chez les jeunes étudiants surtout, et même sans oublier les jeunes qui ont eu des formations dans la formation professionnelle. Oui. Donc même la formation professionnelle, elle est en train de créer son propre maison d'entrepreneuriat ou son centre de développement entrepreneurial. Donc on remarque qu'ils sont en train de faire sortir une nouvelle génération qui est vraiment lumineuse. Allah yahfadhum, Inch'Allah. Et on va dire une bonne continuation pour nos jeunes entrepreneurs qui font beaucoup et qui ont des idées vraiment innovantes. Yate comme ça et bon courage, bonne continuation et comme on dit, bon vent à vous. Et bien sûr, merci beaucoup, Monsieur Ziaoui. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois pour nous donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe autour de l'entrepreneuriat, surtout que c'est un secteur qui est en propagation, en pleine expansion, voilà, et continue. Exactement. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Alors, Nadia Gerfi, avec une très belle voix, une très belle interprétation, on se retrouve juste après.
enfin, il est là, notre invité, l'invité de la matinale qui est venu nous présenter son nouvel ouvrage, qui a présenté aussi là le Salon international du livre d'Alger. Eh bien, ce n'est autre que Monsieur Mohamed Qadiri qui nous vient de Belabès. Alors lui, il est journaliste et écrivain aussi. Ce n'est pas son premier ouvrage. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, attendez, non. Je vais refaire. Au lieu de dire bonjour, je vais dire buenos dias. Buenos dias. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Très bien. Alors, on revient au français, parce que lui, il m'a dit, je suis très espagnol, c'est-à-dire il maîtrise très bien la langue espagnole, et c'est une langue qu'on aime bien. Bien sûr, surtout chez nous. Oui. Alors, vous avez participé aussi là, avec le nouvel ouvrage. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a attiré pour appeler Monsieur Mohamed Qadiri. D'ailleurs, c'est un grand homme, on va dire, de littérature algérienne. Alors, cette fois-ci, c'est l'arbitrage de football, la main de la VAR. Alors, c'est ce qui m'a attiré, c'est la main de la VAR. Donc, comment se fait-il? Pourquoi la VAR? Bismillah, salat salam al-mursaline. Je vous remercie d'abord. Merci à vous d'avoir fait quand même le trajet de Belabès jusqu'à Oran. On est là, Oran c'est Belabès. Oran c'est Belabès. Oran c'est Belabès, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie partout, l'Algérie profonde. Bon, comme on est en novembre, on trahmou al-shuhada. On ne peut pas laisser passer cette opportunité pour avoir une pensée à nos martyrs et aux martyrs de base. Sans eux, sans leur sacrifice, comme on n'aurait pas été ici. Donc exactement. Préservons cette Algérie, soyons vigilants pour tout notre pays. Voilà. Je vous remercie, je suis très content. Et jouir, si ce n'était pas eux, on ne peut pas jouir de notre, de notre liberté le aussi. Prix à payer, le prix Kbir, donc nous avons eu des martyrs et depuis la colonisation, les luttes séculaires de tout notre peuple pour jouir de notre indépendance. Et même les derniers quarts d'heure d'horreur de l'OAS ici à Oran, dans toutes les villes, la communauté. Ça a été sanglant d'ailleurs. Sanglant, comme chez nous, à Belabès, à Alger, là où il y avait la communauté européenne. C'était pas une sortie aussi facile. Mais les traces, alhamdoulilah. Mais maintenant, nous, on jouit dans notre belle Algérie, d'ailleurs, libre et indépendante. Alhamdoulilah. À nous de la faire découvrir aux autres et de la promouvoir. Exactement. Alors, pourquoi la VAR, on va dire, la vidéo? Bon, la VAR, c'est un moyen. C'est un moyen d'arbitrage. C'est une technologie qui a été introduite depuis 2016. 2016, la Fédération mondiale, à sa tête, M. Infantino, ils ont décidé de mettre en pratique ce moyen pour les matchs de football. Parce que il y a eu des contestations concernant l'arbitrage, que ce soit au niveau des clubs ou bien des nations. Il y a eu des contestations, ils ont mis en branle en 2016. 2016, ils ont lancé, 2017, c'était une année d'essai, et 2018, c'est en Coupe du Monde de 2018 en Russie qu'il y a eu. Mais avant ça, parce qu'il y a des voix contre, et moi, je ne suis pas ni pour le pour ni pour le contre. Moi, je relève des constats qui sont cités dans mon ouvrage de près de 300 pages. Donc, je ne suis pas un partisan de la VAR. Je ne m'inscris pas dans le courant qui est contre la VAR. C'est des constats. Dans notre pays, il a été lésé par la VAR. Oui. On a été lésé. Match qualificatif, on n'est pas parti en Coupe du Monde au Qatar par la faute de la VAR. Parce que les gens qui étaient dans la régie pour suivre ça, ils n'ont pas réagi. L'arbitre n'a pas réagi. Et Mektoub à l'Algérie. Vous avez choisi justement un titre qui est très attirant, on va dire, La main de la VAR. Oui. Comment vous avez trouvé ce titre? Bon, généralement, quand il y a quelque chose dans le domaine politique... Maradona? Non, Maradona, lui, il dit que c'est la main de Dieu. C'était un match au Mexique en 86. Il y avait un arbitre tunisien, M. Bennas. Bon, la main, c'est de la VAR, c'est l'ingérence.
Hein? Oui. C'est comme on dit la main de l'étranger. Oui. C'est une injure. Mais cette main, elle manipule. Je vise personne, tout est question d'honnêteté intellectuelle. Si je suis là, je ne donne pas un faux plan. Je ne peux pas induire l'arbitre. Parce qu'au départ, le football a évolué, il y a des mutations très grandes. Il y avait 3 arbitres et un 4e arbitre. Maintenant, il y a d'autres dans une cabine. Et alors, il y a d'autres, il y a le match qui se déroule, il y a le trio d'arbitres, l'arbitre central et c'est ce qu'on appelait juge de touche, qui sont là pour l'aider. Oui. Il y a un 4e arbitre qui a un rôle important aussi sur le terrain. Et il y a ceux qui sont dans la cabine où il y a des caméras. Et là, c'est le rôle de la VAR. Cette VAR, elle a été théoriquement mise en branle pour réparer des injustices arbitrales. Donc la VAR, en principe, ne doit pas... C'est un témoin. Non, elle ne doit pas faire d'erreur. D'erreur, exactement. Bah oui. Mais c'est toujours un humain qui est derrière cette vidéo. Effectivement, oui. Donc l'humain... Oui. Voilà. Donc pour moi, c'est la main de la VAR. Et puis cette réaction, c'est 9 mois d'écriture. Hein. Justement, j'allais vous poser la question, combien ça vous a fallu pour finir cet ouvrage? Bon, parce qu'il fallait faire des investigations oui. À travers des recherches à travers beaucoup de pays, bon, en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Et ces 9 mois, moi, la VAR était omniprésente. Là où je passe, j'entendais la VAR. Le citoyen, Chabi, le VAR, oui, c'est ça. Hein, c'est que, surtout lors du match, je pense, de qualification de l'équipe nationale. Non, il y a eu Voilà, Algérie-Cameroun. Voilà, mais c'est beaucoup plus aussi. C'est en Côte d'Ivoire, voilà. À Bouaké, que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, exactement. Ce moyen qui était censé casser des injustices arbitrales, il a été contre nous. Contre nous, exactement. Et c'est en citoyen... Et quand vous êtes fanatique justement de l'équipe nationale comme tous les Algériens, bien sûr, avec fierté, c'est notre pays. نتمنوا إن شاء الله الخير القادم لأن الشعب le citoyen à tout point de vue, il a ce football. Le football, il est populaire. Or, on ne vit pas avec le football. Effectivement. MCO, oui. C'est toute la vie qui est bien. Hein. Exactement. Il y a des alors, quand on parle justement de cet ouvrage, d'ailleurs, vous l'avez présenté aussi, là, vous étiez présent. Oui. Et puis, comme je vois d'ailleurs que vous avez fait 3 ouvrages, justement, qui parlaient de l'équipe nationale algérienne. Donc, vous avez fait Lumière de novembre, qui parlait du déplacement de l'équipe nationale à Omdurman. Oui. D'ailleurs, qui ne se souvient pas de la gloire de l'équipe nationale à Omdurman? Ça a été quand même un événement, on va dire, jusqu'à maintenant, c'est qu'on savoure l'exploit de Omdurman. Non, parce que c'était jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était un exploit, il faut le dire, l'histoire, elle remonte en surface. Ouais. C'est comme une bouffée d'eau inexorable, elle remonte en surface, on ne peut pas la cacher. C'était des moments, parce qu'il y avait... avec nos frères, nos amis égyptiens, il y avait un contentieux de football, ce match d'appui. Alors, tous les Algériens, ils ont pris l'avion, ils ont Omdurman. Ouais. D'ailleurs, on est en train de parler de ce déplacement magnifique, alors qu'à la régie, on me dit Ain Tarrihia, Ziani, Cheikh Saaden, et puis ça a été quand même... Non, oui. J'ai vécu ça. Comme j'ai vécu, je la raconte. Et pourquoi je dis Lumière de novembre?
Voilà. Parce que ça a égayé notre novembre. Notre novembre, exactement. Éternel. En novembre, oui, et parce que le match, c'est un 18. Ce sont de bons souvenirs Bien sûr que vous évoquez non, mais là. parce qu'il faut transmettre aux nouvelles générations ces grands moments. Parce que un match de football, ça peut basculer à droite ou à gauche. Parce qu'on a joué en match retour. On était bien les premiers. Puis les Égyptiens, puis il fallait ce match d'appui. Heureusement, on a fait et ce but qui est venu de Antar Yahya. Ah bah oui, quand on a une belle équipe et une bonne équipe de l'équipe nationale algérienne, on est fiers de notre équipe nationale. D'ailleurs, elle ne tombe jamais, hein, l'équipe nationale algérienne. Hein. Elle se relève toujours sur ses deux pieds, on va dire, et c'est des pieds en or qu'on a, hein, de très bons joueurs, d'excellents joueurs. Quoique, en parenthèse, la FIFA qui était naissante, que nous respections, elle s'est opposée à la marche de l'équipe nationale, de l'équipe du FLN. Justement, d'ailleurs, j'allais vous dire que c'est en hommage avec Rachid Makhloufi, qui vient juste de nous quitter. Mourir, Rachid, Qadoul Makhloufi. Exactement. Qadoul Makhloufi, et Saïd Amara. Saïd Amara de Saïda, et tous les autres, qui se sont sacrifiés, ils ont tout laissé. Et se sont déplacés à Tunis pour créer l'équipe. C'était un facteur, c'était des ambassadeurs. Le Nashid Ouattani, et là, ils ont avancé la cause. Au moment où c'était un peuple opprimé, où les Algériens étaient opprimés. Et la FIFA a menacé certains pays pour ne pas accueillir l'équipe d'Algérie. Mais c'est une équipe combattante. C'était nos ambassadeurs. Et j'ai aimé aussi cet ouvrage, Le football algérien, au cœur d'une belle saga où on parle un petit peu de Djamel Belmadi, de ses exploits aussi avec l'équipe nationale. On ne peut pas oublier quand même les différentes on va dire, gloires de l'équipe nationale. Ce sont de bons moments, hein, très festifs. Au-delà des avis des uns et des autres, je ne vais pas m'étaler sur... Non, nous, on parle beaucoup plus. On parle de ces grands moments. Ça, c'est l'Égypte en 2019. 7 sur 7, 7 matchs gagnés sur 7. Alors j'invite les lecteurs, parce que je ne vous cache pas, j'écris sous l'emprise d'un événement. Je ne peux pas écrire. Justement, voilà, vous écrivez sous l'emprise d'un événement. Ah oui. Alors, et juste parce que là, on arrive à la fin de notre entrevue. Alors, quel est votre avis en tant que professionnel, que ce soit en écriture ou alors parce que vous faites des recherches colossales en ce qui concerne tout ce qui est justement football et sport. Donc, premièrement, alors je vais vous poser juste 2 questions auxquelles vous allez me répondre directement. La VAR, V-A-R. C'est la vidéo. Vidéo. Arbitrage, a dit. Voilà, très bien. Alors, et aussi, que pensez-vous de cette nouvelle génération qui est là? Ce sont des footballeurs, ce sont des arbitres, c'est des jeunes arbitres aussi, des jeunes entraîneurs aussi. Que pensez-vous de cette jeune génération pour clôturer Pensez-vous de la génération comment De la génération, de ce que fait cette génération, ce que présente cette génération. Chez nous, les générations se relaient, il y a un relais de génération. Il n'y a pas de grand conflit de génération. Et ces générations sont tenues de transmettre le message et là on est à 6 ans, 2018, la VAR, ça fait 6 ans qu'elle est on ne peut pas mettre un avis négatif maintenant. Peut-être qu'elle va s'améliorer parce que la VAR se généralise. Et l'Algérie, à travers M. Sadi qui est un avec M. Abdelnour, avec M. Abdelnour Hamissi, ils sont 2 personnages à préfacer cet ouvrage. L'Algérie, elle a formé des arbitres qui sont partis en Égypte. Ils ont même, le dernier séminaire s'est déroulé ici à Oran, pour former ces jeunes. Et c'est une passion qui est noble. Bien sûr. Mais il faut soutenir l'arbitre. Parce que les joueurs entre eux, ils sont solidaires. L'arbitre, il est seul. Et je lui consacre
tout un chapitre parce qu'il y a eu des arbitres assassinés. Alors oui. Alors pour découvrir cet ouvrage, on peut le trouver dans des librairies Bientôt, il sera dans les librairies parce que le SILA, il faut un tirage et ils vont nous amener. Moi, je vais faire une bonne dédicace. Ensuite, il sera dans... Donc, je suis chanceuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau, en invité de la matinale aujourd'hui de Bonjour d'Algérie du 27 novembre 2024. Je le rappelle que vous venez directement de la belle ville, comme on la surnomme, le Petit Paris, Sidi Bel Abbès. Donc, et là, avant de vous laisser partir, justement, et avant de clôturer notre Bonjour d'Algérie de ce mercredi, comme d'accoutumé, il est 9h30 tapante. On doit rendre l'antenne, je le sais. Donc, vous allez me dédicacer cet ouvrage. Voilà. Et merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers amis du matin, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à 9h30, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine.